J'invite Monsieur Jean-Yves Le Drian, ancien président de région, et les présidents de région, c'est toujours important, même quand ils sont anciens, et naturellement, qui a été à la tête et de nos armées et de notre diplomatie. Jean-Yves, tu as le pupitre. Merci Jean-Pierre. Bonjour mesdames et messieurs. C'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur d'ouvrir cette session de Perspectives et Innovation. Et je dois vous faire une confidence, lorsque Jean-Pierre Raffarin m'a proposé d'ouvrir le forum en insistant sur mes 10 années d'expérience ministérielle régalienne et de ma vision du monde au terme de ces 10 années, il a mis un codicille désordre ou espoir. Et je me suis un peu retourné, et malheureusement, j'ai vu beaucoup de désordre et peu d'espoir. Je me suis dit que j'allais ouvrir en plombant l'Assemblée par du pessimisme. Mais il faut voir les réalités telles qu'elles sont, et la réalité première, c'est que nous vivons dans un monde ensauvagé. Certains disent un monde affolé, d'autres disent un monde de violence désinhibée, de rapports de puissance décomplexés. En tout cas, c'est cette réalité que je vais essayer de décrire. Mais 10 ans d'expérience en 15-20 minutes, c'est un peu délicat, difficile. Je vais donc essayer de planter le décor, de mettre quelques repères. Et j'ai pensé que la bonne solution était de retenir 3 bascules que j'ai pu identifier, des évolutions majeures que j'ai pu vivre au cours de ces 10 dernières années. Bascule africaine, bascule stratégique et bascule européenne. Et j'ai pensé que sur chacune de ces bascules, je pouvais retenir 2 dates, l'une finalement au début de cette décennie, l'autre à la fin, pour essayer de percevoir les mutations et les changements qui se sont réalisés. D'abord, la bascule africaine. 2 dates simples. Janvier 2013, le lancement de l'opération Serval, sur décision du président Hollande, en réponse d'ailleurs à la demande des autorités maliennes pour empêcher les groupes terroristes d'AQMI de fondre sur Bamako et de transformer le Mali en espèce de califat territorial. Vous connaissez ensuite les succès de l'opération, même si nous avons eu à déplorer la mort de 59 de nos soldats. Et quand j'écris cela, je me dis qu'on n'a pas encore bien mesuré ce qui se serait passé si d'aventure l'opération n'avait pas eu lieu ou si elle avait échoué, quand on sait ce qui s'est passé après en termes d'attentats et d'opérations terroristes sur l'Europe, et si en même temps il y avait une base d'appui aussi considérable au Sahel. Bref. Et la deuxième date, c'est le coup d'État au Niger, c'est récent, mené par le général Tiani, qui renverse un président Bazoum démocratiquement élu, alors que son prédécesseur avait démocratiquement été respectueux de la constitution nigérienne. Mais dans la zone sahélienne, vous savez, après le Mali, le Burkina, la Guinée, le Tchad, nous sommes au 5e coup d'État. Je ne parle pas pour l'instant du Gabon, dans la mesure où c'est quand même une donne un petit peu différente, mais en tout cas, nous sommes dans une atmosphère populiste, clairement anti-française, et nous sommes loin des enthousiasmes spectaculaires qui accueillaient François Hollande à Bamako en mars 2013. Il y a une nouvelle donne sahélienne qui est là. Et pourtant, nous avions le sentiment d'avoir poursuivi nos objectifs de la manière la plus vertueuse possible. Nous étions validés par les Nations Unies, nous avons permis la mise en place d'une mission de maintien de la paix des Nations Unies, nous avons permis la formation des forces africaines, nous avons permis le fait qu'il y ait une forme de sahélisation de la mise en œuvre progressive de la sécurité des Africains par les Africains eux-mêmes en accompagnant la force conjointe. Nous avons engagé un processus de paix, dit le processus d'Alger, qui n'a pour l'instant pas abouti, mais qui a été validé par la communauté internationale. Nous avions fait des partenariats européens, nous avions engagé avec les Européens des actions de développement sans précédent que l'on appelle l'Alliance pour le Sahel. Bref, nous pensions avoir tout fait bien. Et d'une autre manière
quand on regarde ce qui se passe au Niger, il se trouve que l'argument des putschistes contre le président Bazoum concerne l'insécurité. Or, c'est le pays qui, jusqu'à présent, arrivait le mieux à éradiquer les risques terroristes et à former, reconquérir les populations dans les territoires qui étaient libérés par l'action militaire. Au-delà de ces démarches vertueuses, pour ne pas dire exemplaires comme nous le pensions, il y a, c'est clair, un rejet. Nous sommes dans une situation de rejet, sans doute parce que nous avons sous-estimé l'importance des réseaux d'influence qui étaient en marche, sans doute parce que nous avons été instrumentalisés par nos adversaires du fait de notre statut d'ex-puissance coloniale. Sans doute aussi, je suis allé si libre maintenant de mes réflexions, et je peux le dire ici, sans doute aussi parce que la présence militaire, d'abord libératrice, puis protectrice, puis confortable pour les forces des pays concernés, puis presque de substitution par un mouvement insidieux, devient progressivement, aux yeux des opinions, une force d'occupation, et d'autant plus que c'est instrumentalisé par nos adversaires. Et du coup, nous sommes devenus bouc émissaire idéal à la fois des faiblesses et des incompétences des États concernés, mais aussi des insuffisances de nos partenariats. Nous sommes devenus responsables à la fois des détresses sociales et des attaques terroristes. C'est la situation que nous connaissons aujourd'hui, avec une Afrique dont j'ai pu vivre depuis 10 ans, le fait qu'elle devienne un théâtre d'affrontement, un théâtre de compétition, un théâtre de conflictualité entre différents modèles. Il y a une bataille des modèles, et certains modèles sont des modèles de suggestion, mais la suggestion s'y pose parfois de l'efficacité et de la radicalité face aux défis vertiginaux auxquels l'Afrique est aujourd'hui confrontée. Et il faut donc ensemble penser clairement que ce rejet, il est là, et il faut élaborer un autre modèle, un autre narratif. C'est ça notre sujet. Le président de la République l'avait déjà senti lorsqu'il avait fait ce discours de Ouagadougou, auquel il faut se référer, mais je pense qu'il faut maintenant agir plus encore, d'abord en sortant du tête-à-tête et en étant à fond dans un partenariat euro-africain. Jean-Pierre Raffarin parlait tout à l'heure de la communauté de destin entre l'Europe et l'Afrique. C'est indispensable, mais il faut mettre ça au centre. Sortir du tête-à-tête et sortir de la centralité sécuritaire. Parce que je me pose aussi cette question, est-ce une ancienne puissance coloniale est en capacité de garantir la sécurité d'un pays, même si celui-ci le lui demande? Est-ce ça peut exister sans progressivement avoir la dérive que j'ai évoquée tout à l'heure? Donc il nous faut renforcer ce partenariat euro-africain qui montre une autre voie que la voie de la suggestion et de la voie du nouveau colonialisme que proposent d'autres acteurs, je pense en particulier à la Russie. Faire en sorte que ce partenariat soit un dialogue de deux souverainetés. Ça a déjà commencé pour passer d'une logique d'aide à une logique d'investissement en commun. Ça a déjà commencé au niveau européen et le sommet Euro-Afrique qui s'est tenu en 2022 sous présidence française a été un point d'avancée significatif. Le programme européen Global Gateway pour les infrastructures est un programme qui sert les deux souverainetés. Et je dois dire qu'on en parlait hier soir, cher Jean-Pierre, le fait que l'agenda de Paris pour les peuples et la planète, qui a été validé au mois de juin à l'initiative de la France, peut être le socle de départ d'une nouvelle donne, d'un nouveau narratif, à condition qu'on puisse le mener à bien et qu'il y ait la volonté derrière. Deuxième bascule, la bascule stratégique, et je retiens deux dates, comme pour ce que je viens de dire sur l'Afrique. Il y en a une qui est particulière, c'est fin août, 31 août 2013, ça fait 10 ans, quasiment jour pour jour, où le président Obama prend finalement la décision de ne pas intervenir en Syrie en riposte à l'attaque au gaz sarin dans le quartier de la Ghouta à Damas, alors qu'il avait dit et répété qu'il s'agissait d'une ligne rouge et qu'il était impératif de la respecter. En réalité, dans cette décision-là, alors que nous étions prêts
nous-mêmes à intervenir et quasiment les avions étaient en bout de piste. Il y a eu là un signal stratégique majeur, signal stratégique que les États-Unis envoyaient au monde sur les risques qu'ils ne sont plus prêts à prendre pour des opérations militaires. Certainement traumatisés par la décennie Irak-Afghanistan, et message qui conclut que le risque des opérations militaires est beaucoup plus important que celui de l'inaction, et donc ils ont renoncé. Et donc du coup, les Russes ont compris que ce signal était un signal stratégique, il créait un vide, et que du coup, ce n'est pas Obama qui m'appelle, ne vous inquiétez pas, et que du coup, le vide appelant à être comblé, ils ont occupé l'espace. C'est la première date. Et la deuxième date, c'est février 2022, avec le déclenchement de l'agression russe contre l'Ukraine. Ce qui s'est joué entre-temps, après le renoncement d'août 2013, c'est la perception d'un affaiblissement du leadership américain. Et le président Poutine a voulu croire, ou tout le moins faire croire, que la puissance américaine était affaiblie. Et du coup, même pendant la période intermédiaire, le fait que la période America First du président Trump a revenu au fait de tourner le dos aux problèmes du monde, sur lesquels l'Amérique, pour reprendre la rhétorique du président Trump, avait déjà trop donné. Par ailleurs, il y a eu dans la même période le chaos du départ américain d'Afghanistan, sans oublier la passivité internationale au moment de l'annexion de la Crimée en 2014. Vous serez sans doute amené à reparler de l'Ukraine. Je vais redire le fond de ma pensée que chacun connaît ici, que pour l'avenir de l'Ukraine, mais Jean-Pierre Raffarin vient de l'évoquer, pour l'avenir de notre stabilité stratégique en Europe et pour l'avenir de la place de l'Europe dans le monde, en aucun cas la Russie ne doit et ne peut gagner cette guerre. Je pense que vous y reviendrez dans les discussions de la journée. Mais au-delà de cela, sur la bascule stratégique, en 10 ans, j'ai aussi, moi, constaté physiquement, concrètement, puisque j'ai présidé à plusieurs reprises le Conseil de sécurité, qu'il n'y a plus de lieu d'arbitrage et de règlement des crises, et que le Conseil de sécurité est devenu une instance d'immobilisme, en grande partie parce qu'il y a systématiquement et de manière accélérée le veto russe qui s'impose, aussi sans doute parce qu'à un moment donné de l'administration Trump a traité le Conseil de sécurité avec mépris, et aussi parce que pendant le même temps, l'activisme chinois essaye de développer un autre multilatéralisme qui soit alternatif. Et il m'arrive de penser, c'est pas bien ce que je vais vous dire, mais quand même je le dis, il m'arrive de penser que les Nations Unies sont en train de revenir à la situation d'une société des nations d'avant la guerre mondiale, cumulant à la fois le magistère moral, ce qui est indispensable, et le forum de rencontre, mais ce qui ne permet pas d'être un lieu de traitement et de règlement des crises. Et puis je constate en même temps que vous, le multilatéralisme qui s'effondre, le fait que les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ne sont pas appliqués par ceux-là même dont la mission au Conseil de sécurité comme membre permanent devrait être de l'appliquer, que les principes du multilatéralisme issus des discussions de la fin de la guerre froide, je pense au principe d'Helsinki, ou je pense à la Charte de Paris de 1990 avec la fin de la période soviétique, ces principes-là sont rognés, ne serait-ce que sur l'affaire ukrainienne, et que parallèlement, nous avons assisté, sans que l'on s'en aperçoive beaucoup, au démantèlement, puisque c'est moins visible et moins spectaculaire, au démantèlement progressif des mesures de confiance et de régulation de la compétition stratégique entre la Russie et les États-Unis, avec la fin du dispositif ciel ouvert, la fin des accords sur les forces conventionnelles, la fin des forces nucléaires intermédiaires et même des interrogations sur New START et sur les forces stratégiques. Donc nous sommes là aussi, en matière sécuritaire, un peu nus. Ce que je constate aussi, c'est le triomphe du relativisme et en même temps la montée du ressentiment contre l'Occident. Triomphe du relativisme qui aboutit au fait qu'il est dit maintenant et répété par un certain nombre d'acteurs que finalement l'ordre international de la fin de la guerre mondiale était un ordre international non pas favorable au multilatéralisme, mais qui cachait un unilatéralisme de réalité derrière un multilatéralisme de façade.
triomphe du relativisme avec relativisation de la distinction entre les démocraties et les autocraties, triomphe du relativisme sur les valeurs portées par les institutions internationales qui seraient que des valeurs occidentales, et cela se traduit par des formes diverses avec l'Inde qui développe le multi-alignement, avec l'affirmation désinhibée de puissances nouvelles. On parlait de l'Arabie saoudite, on peut parler aussi de la Turquie et de l'Iran, avec le développement de mini-latéralisme qui s'oppose au multilatéralisme. Le mini-latéralisme, c'est qu'on fait des choses positives, mais sur des petits sujets, parce qu'on ne peut plus faire grand-chose sur les grands sujets, et avec parallèlement à cela, la tentation de la brexisation que l'on a pu constater les jours derniers, qui veulent, même s'il y a des divergences entre eux, ils veulent progressivement apparaître comme une nouvelle alternative à l'ordre mondial qui existait depuis la fin de la dernière guerre. En conséquence de quoi, à mon sens, il faut bouger. Il faut bouger parce que sinon, nous allons être considérés, nous, Occident, comme le syndic du statu quo. Il nous faut donc inventer un nouveau narratif qui démonte la logique du ressentiment et qui ne soit pas parallèlement une forme de croisade anti-BRICS. Il nous faut inventer un nouveau narratif pour protéger nos démocraties et faire en sorte que les démocraties soient toujours porteuses d'avenir, ce qui suppose une réforme des modes de gouvernance. Il y a eu des tentatives qui ont été faites. On a pu constater d'ailleurs l'année dernière de la part du président Biden des ouvertures sur le mode de fonctionnement des Nations Unies et du Conseil de sécurité, mais il faut aller au-delà avec beaucoup plus de détermination et redéfinir une légitimité du système international sur les bases des biens communs, c'est-à-dire les grands enjeux climatiques, les grands enjeux de santé, les grands enjeux d'éducation, les grands enjeux de la biodiversité, les grands enjeux des océans, faire en sorte que ce soit ces enjeux-là, les enjeux des biens communs, qui définissent la nouvelle légitimité, et on peut avoir sur ce sujet des passerelles avec beaucoup d'acteurs. Je termine avec deux autres réflexions. Je pense qu'il faut imaginer que les COP, les conférences des parties, sur un certain nombre de grands sujets du monde, pourraient être un moyen de créer les nouvelles formes de gouvernance auxquelles beaucoup aspirent. Et puis une deuxième remarque, c'est que je pense que le terme de valeur est un terme qui peut recouvrir une dimension de civilisationnelle, si on peut dire, et qu'il serait, du coup, c'est considéré par ceux qui ne les partagent pas et par ceux qui sont les acteurs du ressentiment comme des valeurs occidentales. Et sans doute serait-il opportun de revenir à un terme qui s'appelle les principes, qui, eux, sont universels et qui peuvent éviter que l'on considère que les valeurs fondamentales sur lesquelles nous nous appuyons sont uniquement des valeurs occidentales. Je mets ça à votre réflexion. Enfin, troisième bascule, la bascule européenne. Et sur ce point, je voudrais faire deux références aussi d'agenda. La première, c'est en septembre 2016, avec Madame van der Leyen, nous avions essayé de tenter quelque chose auprès de nos collègues européens, en disant on vient de traverser une période difficile avec les attentats, peut-être qu'il serait opportun maintenant d'envisager d'avancer dans le domaine de la défense, et nous avions suggéré modestement que l'on applique un des articles du traité de Lisbonne sur la coopération structurée permanente, permettant à des pays d'avancer un peu plus ensemble à condition que les autres soient d'accord pour le faire. Et nous avions proposé, ce n'était pas très ambitieux, nous avions proposé que nous puissions mettre en commun progressivement nos services de santé. C'est quand même pas une affaire majeure, mais nous avions rencontré une hostilité, voire même une incompréhension considérable de la part des autres membres de l'Union européenne au cours de cette rencontre. On nous accusait d'actions très fortes pour créer finalement une armée européenne. En tout cas, c'est des propos que j'avais entendus. Ça, c'est août 2016. Et puis l'autre date pour moi, c'est mars 2022, le sommet de Versailles, qui se réunit sous présidence française.
juste après l'agression de la Russie contre l'Ukraine, où les 27, à l'unanimité, engagent un nombre d'orientations considérables, bien sûr les sanctions contre l'Ukraine, mais bien au-delà, la nécessité d'avoir une maîtrise de l'énergie pour sortir des dépendances diverses que nous pourrions avoir, en particulier à l'égard du gaz russe, faire en sorte que le soutien militaire à l'Ukraine soit renforcé de manière considérable, y compris en finançant l'acquisition d'armes létales, faire en sorte que la souveraineté européenne, c'est la première fois que le mot est utilisé dans un compte rendu et dans un résumé, un communiqué des 27, la souveraineté européenne et l'autonomie stratégique soient à l'ordre du jour. Et quand on sait qu'en même temps, et quasiment au même moment, les 27 adoptaient la boussole stratégique, premier livre blanc de la défense européenne, sonnant là le réveil stratégique de l'Europe, on voit bien que nous sommes là à des allées-lumière de la réunion de Bratislava d'août 2016 et combien les étapes qui ont été franchies ont été considérables. Je voudrais ajouter là le fait que le chancelier Scholz a fait à peu près au même moment un discours à Prague qui reprenait ces concepts. Et il est clair que la bonne nouvelle, c'est l'affirmation d'une puissance européenne. Certes, elle se fait pas face à la nécessité, elle se fait dans les crises, elle se fait dans l'accélération des crises ces 3 dernières années, avec à la fois la Covid, l'Ukraine, la dépendance énergétique et la nouvelle chaîne des valeurs, ou encore le rôle des plateformes, ou les nouveaux équilibres économiques et sociétaux, mais elle se fait, et on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une bonne harmonie sur des éléments qui avaient déjà été initiés par le président Macron dans le discours de la Sorbonne, mais le discours de la Sorbonne, ce n'était pas une lubie française, ça devient une lubie partagée au niveau européen, et c'est ce qui donne un peu d'espoir pour l'avenir, mais je sais qu'il y aura sur ce point une discussion cet après-midi. Ma conviction la plus forte, c'est que l'Europe commence à se rendre compte que le fait d'avoir un marché intérieur est une force intérieure, mais que c'est en train de devenir un élément essentiel d'une force extérieure. Tu veux venir chez moi, tu payes le prix. Tu veux venir chez moi, tu respectes les normes. Je suis autonome et j'assure ma dépendance. C'est une orientation que l'on a pu d'ailleurs constater au moment de la crise de la Covid, où finalement le fait que l'Europe soit devenue une puissance vaccinale est dû au volontarisme qui a été manifesté à ce moment-là par l'ensemble des Européens. Donc nous sommes aujourd'hui loin des fausses oppositions d'hier, selon lesquelles la puissance française se dissolverait dans la puissance européenne. On voit bien aujourd'hui que l'Europe est plutôt pour nous un multiplicateur de puissance, et nous ne sommes qu'au début de cette évolution majeure. La souveraineté européenne n'est pas une souveraineté de substitution, mais une souveraineté de dépassement avec un principe de base, maîtriser notre destin. Alors, cher Jean-Pierre, chers amis, au terme de 10 années de responsabilité régalienne au service de la France, je ne suis sujet ni au désenchantement, ni à l'acceptation d'un ensevelissement des démocraties. Je reste résolument optimiste. Il y aura encore des crises, il y aura sûrement d'autres surprises stratégiques, mais on le voit pour l'Europe, ces surprises stratégiques, elles peuvent être aussi porteuses de bonnes choses, elles peuvent être aussi positives, sous réserve qu'il y ait suffisamment de détermination collective à s'exercer pour les mettre en œuvre, et c'est vraiment ce à quoi je crois. Merci. Merci beaucoup pour cette performance d'un survol de 10 années avec les visions larges, mais en même temps une pensée profonde. On retiendra quand même cette formule multilatéralisme de façade, unilatéralisme de réalité. On verra bien l'importance de ces 3 bascules, et on verra bien cette dernière bascule, question européenne, avec ce trait d'espoir quand même que c'est dans les crises que l'Europe trouve sa propre énergie. D'ailleurs, son identité, ça a été de faire jaillir de l'horreur la paix et la coopération. Et donc, c'est un message que nous retiendrons. Merci beaucoup Jean-Yves Le Drian qui va regagner sa Bretagne parce qu'il a des enjeux importants en recevant aujourd'hui une délégation importante de l'UNESCO pour le patrimoine mondial. Bonne chance à la Bretagne. Merci beaucoup Jean-Yves. J'invite à cette...